Mathieu Bocoté, Le Figaro consacre aujourd'hui un grand dossier à la question de la transition de genre chez les mineurs. On va se poser toutes les questions ce soir. Les républicains du Sénat veulent l'interdire et ils ne sont pas les seuls. Partout dans le monde occidental, on découvre le danger de ces thérapies hormonales, des bloqueurs de puberté, des opérations chirurgicales. Question plutôt taboue jusqu'à présent. Mais les partisans de ces thérapies résistent et c'est aux enjeux sociologiques qui entourent justement ce changement de sexe chez les mineurs que vous avez envie de consacrer votre tout premier édito. Oui, c'est un rapport majeur. Ça, il faut le dire, quand les républicains du Sénat travaillent en profondeur sur le sujet, ils sont capables de produire des textes qui permettent d'approfondir, sous le signe, l'objectivité, j'en sais rien, mais de l'honnêteté la plus grande, une question très complexe. De quoi est-il question ici? D'une forme de révolution très étrange qui s'est abattue sur le monde occidental depuis quelques années. Cette idée selon laquelle l'identité sexuée de l'individu serait optionnelle, que les jeunes sont invités à choisir leur genre, que les jeunes sont même invités ensuite, s'ils le souhaitent, à connaître une série de modifications corporelles, hormonales ou chirurgicales pour changer visiblement leur sexe, leur identité de genre, et que tout cela allait de soi. Et si vous n'étiez pas d'accord, vous étiez transphobe, ce qui est une sous-catégorie de l'extrême droite aujourd'hui, ne l'oublions pas. Or, qu'est-ce qu'on voit? Partout, on commence à se dire, mais dans quoi nous sommes-nous perdus? Partout, en Grande-Bretagne, en Suède, ailleurs, on se dit, mais quelle hallucination a été capable de nous amener à traiter nos enfants comme les cobayes d'une opération qui, à l'échelle de l'histoire, et j'y reviendrai à la fin de mon propos, relève de la fabrique de l'homme nouveau, la transformation d'une génération en génération d'enfants cobayes. C'est quand même ça dont on doit parler. Or, les LR nous disent, dans ce rapport de grande qualité qui est porté par Mme Jacqueline Eustache-Brignot, elle nous dit il faut être capable de comprendre le dispositif qui nous a poussés vers, et je parle de ce rapport, mais je ne m'y limite pas, je le précise, qui nous a poussés à normaliser cette espèce de révolution dont la jeunesse a été victime. Donc, autrement dit, l'évolution de l'identité de genre, cette espèce d'épidémie, c'est une formule qui n'est pas la mienne, mais qui était utilisée souvent, pour dire que finalement, de plus en plus de jeunes se disaient « je suis étranger à mon corps sexué, je suis tout autre ». Qu'est-ce qui a produit ça? Est-ce que c'est une évolution naturelle de la subjectivité dans nos sociétés? Le rapport des LR nous dit « pas du tout ». Premier élément qu'on doit mentionner, très important, l'idéologie transaffirmative, ce que je viens de résumer, qui est très présente dans le milieu médical, ou du moins dans un certain milieu médical, j'ajouterais quant à moi dans une partie aussi du milieu pharmaceutique, qui a peut-être vu là une forme d'Eldorado, mais concentrons-nous sur le milieu médical. Donc, il y a une partie du milieu médical s'est enthousiasmée à l'idée de prodiguer ce qu'on appelait des soins d'affirmation de genre. Des soins d'affirmation de genre. Oui, derrière le mot soin, en général, c'est pas des soins de fin de vie aujourd'hui. Il faut se méfier de ce qui vient avec le mot soin aujourd'hui. Des soins d'affirmation de genre. Donc, pas une opération de changement de sexe, pas des modifications hormonales programmées pour retarder la puberté chez un enfant ou chez un adolescent. Non, des soins d'affirmation de genre. Ce vocabulaire en lui-même témoignait de l'idéologisation de la médecine. Et on sait par ailleurs que, par exemple, la mouvance transradicale, que je distingue évidemment des gens qui ont un vrai problème de dysphorie de genre, la mouvance transradicale a cherché à s'imposer un peu partout, notamment à la Haute Autorité de la Santé. Le Figaro lui-même nous en parlait il y a un temps, pour chercher à normaliser, sous le signe du savoir médical autorisé, cette idéologie comme quoi le plus tôt on peut, chez un enfant, chez un adolescent en fait, dépister une identité de genre trouble, le plus tôt on peut pousser la thérapie, le mieux ce sera pour lui. Donc, il y a un milieu médical qui a été complice de cela, qui l'est encore aujourd'hui, disons-le. Et je précise que dans le rapport, on consulte beaucoup de vrais scientifiques, là. Pas des espèces de scientifiques version Lysenko qui soumettent la science à l'idéologie. Il y a eu beaucoup d'auditions. Et là, ces gens-là sont consternés. Mais qu'a-t-on fait dire à la science pour qu'elle serve ainsi finalement de prétexte pour imposer une idéologie qui entraînait à terme, disons-le, la mutilation physique et psychique, la mutilation des corps? Deuxième élément, le rôle donc j'ai parlé du milieu médical, le rôle des influenceurs. Ça, les influenceurs, c'est les fameux réseaux sociaux, mais qui jouent un rôle de socialisation majeur là-dedans. Vous avez 12 ans, vous avez 13 ans, vous avez 14 ans, vous avez des problèmes d'identité, que ce soit des problèmes, vous êtes intimidé à l'école, vous avez des problèmes d'obésité, vous avez des problèmes de dépression, les problèmes peuvent être nombreux. Vous avez une mouvance qui dit, derrière tous vos problèmes, il y a en fait un doute sur votre identité de genre, donc changez
en fait, engager la grande transition et vous serez dès lors présenté comme un héros. Ce sera la réponse aux questions qui vous traversent. Une réponse facile d'accès. Et on vous promet, c'est presque un vieux mythe religieux, vous pourrez renaître dans un autre corps qui demeure pourtant le vôtre. Qui dit ça, par exemple? Oh, alors là, on peut parler de cette espèce de mouvance trans qui est très radicale, qui est très présente sur les réseaux sociaux, TikTok et ainsi de suite, des influenceurs qui captent. Et c'est présent aussi, je me permets de le dire, chez des associations qui cherchaient à pénétrer le milieu scolaire, qui cherchaient à entrer à l'école pour dire aux jeunes qui ont 12-13 ans, tu sais, tu peux choisir ton genre. Tu peux pas. Et le Sénat le souligne. Mais voilà. Et c'est pas tu peux coucher avec qui tu voudras quand tu auras 18 ans, quelles que soient tes préférences. C'est tu peux choisir ton genre. Autrement dit, ton corps, j'y reviendrai, n'est plus que carcasse réactionnaire sexuée. Tu peux choisir finalement ce que tu seras. Tu peux t'auto-engendrer. Sauf que c'est faux. Mais quoi qu'il en soit, ce discours était présent, était relayé à l'école. C'est important. Il a été capable d'entrer à l'école. Et si vous vous opposiez à la présence de ce discours à l'école, vous pouviez être accusé de transphobie encore une fois. Autre chose, et là, j'y arrive, ça me semble essentiel, on a présenté dans le discours public toutes ces thérapies hormonales, les bloqueurs de puberté, comme étant sans conséquence. Dans quelle folie sommes-nous entrés pour croire qu'on pouvait bloquer la puberté à travers des thérapies hormonales chez les jeunes sans que ça ait des conséquences sur leur vie? Vous croyez vraiment que les êtres humains, c'est des choses sur lesquelles on peut jouer, des espèces finalement de petits cobayes sur lesquels auxquels on peut infliger telle ou telle thérapie et ça n'aura aucune conséquence sur leur développement psychologique, psychique, physique? C'est une folie. On le constate aujourd'hui. Mais pour avoir une vision complète de ça, il ne faut pas oublier que ce n'est que l'expression radicale d'un courant plus profond qu'on voyait, par exemple, avec l'idée de la transition sociale de genre. Donc, moi, j'ai parlé de transition hormonale, chirurgicale, mais aussi sociale. La transition sociale, c'est tout simplement avec tout le vocabulaire sur la non-binarité. La non-binarité, je m'identifie ni comme homme, ni comme femme. Et là, c'est pas toi qui décides, mon grand, j'ai envie de dire. Vous ne décidez pas d'être homme ou femme. Vous pouvez décider d'être efféminé ou très masculin, j'en sais rien. Vous pouvez décider de bien des choses, mais vous décidez pas de cette part de vous-même. Tout le discours sur la non-binarité... Je peux faire une petite parenthèse, parce que vous avez parlé des conséquences, et lorsqu'on voit... je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, donc... Enfin, j'ai quand même beaucoup de temps. Ah non! Mais parlez quand même de ces conséquences. 70%, toujours selon le rapport du Sénat, présenteraient des troubles dépressifs. 30% souffriraient des traumatismes sexuels, en particulier de violences sexuelles. Plus inattendu, 30% seraient autistes, souvent non diagnostiqués. Oui, non, mais voilà. Donc, et plus de 80% des cas, les enfants souhaitant effectuer une transition de genre sont des jeunes filles. En fait, vous avez tout à fait raison de le dire, ça touche davantage les jeunes filles que les jeunes garçons. C'est pas un détail non plus dans tout ça. Donc, il faut voir, en plus, il y a le discours qui pousse à la transition sociale. La transition sociale, c'est, sans aller jusqu'à l'opération chirurgicale, on vous invite socialement à vous définir comme étant étranger à votre corps sexué. Donc, c'est le discours sur la non-binarité, je l'ai dit. Et tout ce discours, et c'est profond, là, dans la jeune génération, c'est de plus en plus fréquent. Parlez aux enseignants, parlez aux professeurs qui ont vu dans leur classe ces cas se multiplier avec les années. Je ne parle pas des opérations physiques ou chimiques, là. Je parle du changement déclaré d'identité de genre. Mais tout ça, c'est pas le fruit, je l'ai dit, d'une simple évolution. Il y avait un dispositif politico-médical, économique, pharmaceutique qui poussait vers là. Et je me permets de le décrire rapidement. D'abord, il y a un élément sociologique qui est important. La sociologie a tout fait depuis 40 ans, qui est une science destructrice souvent. La sociologie a tout fait pour congédier le sexe, le corps sexué, pour le remplacer, cette notion, par le genre. Le genre, c'est-à-dire la construction sociale de l'identité sexuée. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on dise que d'une société à l'autre, la définition du masculin, du féminin change avec les époques et selon les sociétés. Mais aucune société jusqu'à présent n'avait aboli la dimension biologique, anatomique de l'identité. Le fait que vous soyez physiquement femme, biologiquement femme, anatomiquement femme, et que je sois homme sur le même registre. Ça, on a cru pouvoir l'abolir et décréter que c'était simplement optionnel. Première folie. Deuxième folie, la normalisation administrative de ce discours, où on nous dit, eh bien, la non-binarité est une option parmi d'autres. Vous êtes homme, femme, autre, et toute une administration venait normaliser ça. Donc, pas traiter ça sur le mode de l'exception, mais le normal. Donc, moi, l'exception, j'ai aucun souci avec ça dans la vie. Mais c'était désormais une option parmi d'autres. C'est quand même original. L'hôpital, qui a changé son vocabulaire même, pour parler de l'anatomie, j'en ai déjà parlé ici. Donc, quand l'hôpital, même le nom des chirurgies de changement de sexe, qui devenaient des chirurgies d'affirmation de genre,
c'est quand même fort. Donc, l'affirmation du genre ressenti était plus important que la structure anatomique de l'individu. La publicité, qui a fait, en lien avec l'industrie de la mode, qui a tout fait aussi pour détruire le masculin et le féminin, pour brouiller les repères des uns des autres. Et n'oublions pas par ailleurs là-dedans la détresse infinie des parents, qui souvent, on leur expliquait que quand leur enfant était dans un processus de transition, ils devaient l'accompagner. Leur autorité parentale était congédiée. Ils devaient l'accompagner là-dedans, sinon ils étaient traités comme des mauvais parents et étaient condamnés pour maltraitance parentale souvent. Tout ce dispositif, aujourd'hui, est remis en question. Vous parlez souvent sur ce plateau de l'effondrement psychique de la jeune génération. Est-ce que la valorisation du changement de sexe chez le mineur y participe? Et dans un instant, je vous poserai la question, qu'est-ce que cela dit de notre époque? Je pense que ça, en fait, c'est le révélateur du malaise existentiel de notre temps. On nous dit quelquefois qu'on est dans une époque de la post-vérité, qui ne croit plus en la science, qui ne croit plus en la raison. Je suis d'accord, mais voilà le fait premier qui le confirme. On a amené, il faut le redire, la jeune génération a douté de la seule chose qui est certaine en ce monde, le corps sexué. L'être humain n'est homme ou femme. C'est comme ça. Et on a dit, ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. Doute même de la première évidence qui est celle de tes sens. Il y a là-dedans quelque chose, je ne dis pas le mot criminel, mais à tout le moins de tout à fait condamnable. Un malaise civilisationnel qui se joue là-dedans. Donc, on ne croit plus à la vérité, on ne croit plus à la raison, on ne croit plus en la science, sauf quand vient le temps d'aller à l'hôpital. Parce que là, il faut soudainement redevenir ce que notre corps était à l'origine. Et je pense que la jeune génération paie le prix ici de 50 à 60 ans de déconstruction. On a voulu tout déconstruire depuis 50 ou 60 ans. De la civilisation, la culture, la nation, la religion, l'identité globalement. Eh bien, le point d'aboutissement à déconstruire, c'était le sexe, tout simplement. C'était la dernière chose à déconstruire. Et qu'est-ce qu'on voit derrière ça? C'est l'idée d'abolir tous les déterminismes, jusqu'à créer un être purement flottant. Mais le relativisme ne dure qu'un temps, hein, c'est particulier. Un temps, on disait, vous choisirez ce que vous voulez, mais là, une nouvelle religion idéologique, politique s'est imposée, et maintenant, vous étiez obligé de souscrire à la théorie du genre, ou alors vous étiez transphobe, donc d'extrême droite, donc à condamner aux marges de la cité. On est passé du relativisme à un dogme nouveau, mais fondé sur la négation du réel. Et dernière question, et peut-être la question la plus importante, je ne sais pas, mais qu'est-ce que ça dit de notre époque? Alors, on est une époque beaucoup plus religieuse qu'ils ne le croient. Tous ceux qui pensent que la religion a été congédiée se trompent. On l'a simplement sorti on pourrait dire, de sa base historique, et on l'a imposé partout dans la société. Donc, on croit encore au mythe de l'homme nouveau. Qu'est-ce que c'est l'homme nouveau? Et aujourd'hui, je reviens toujours sur cette idée, il ne s'agit pas de savoir si l'homme croit en Dieu ou non, mais s'il se prend pour Dieu ou non. Et le fait est qu'on est dans une époque où on a poussé l'homme à croire qu'il s'auto-engendrait. Tout ce qui le déterminait, la nature, la culture, la filiation, la famille, la nation, la communauté politique, tout ça n'existait plus. Il s'auto-engendrait. Et l'ultime auto-engendrement, c'est décider justement de son sexe et congédier jusqu'à son corps pour n'être que pur esprit. De ce point de vue, c'est une époque qui est sous le signe de la désincarnation. J'utilise le terme à bon escient, je crois. On est dans une époque qui a congédié l'idée d'une anthropologie incarnée. L'être humain est pur esprit, il est pur désir, il est flottant, il est insaisissable. D'ailleurs, il se fait tout pour le devenir. Il se virtualise intégralement. C'est un homme égaré, et à travers tout ça, la figure de l'homme nouveau qui s'impose à nous, je le résume d'une manière, eh bien, il croit être absolument désincarné, mais pour devenir ce qu'il veut devenir, il a besoin de l'appareil politique, médical, pharmaceutique, qui cherche à le transformer en homme nouveau. Ben, l'homme nouveau, c'est l'homme mutilé aujourd'hui, c'est l'homme désincarné, c'est l'homme blessé, c'est l'homme abîmé. Très intéressant ce que vous dites. On a l'impression que maintenant, on est dans une société où il y a deux partis, ceux qui se prennent pour Dieu et ceux qui croient en Dieu, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est un nouveau rapport de force. Beau regard. Merci beaucoup, mon cher Mathieu.